Compagnie de Monsieur Jean-François, premier vice-président du conseil départemental de Moselle. On est aujourd'hui à Gravelotte et sur ce musée, parce qu'on le découvre vraiment aujourd'hui pour nous, il existe depuis un an dans cette nouvelle version, on va dire. Vous pouvez nous parler un petit peu de tout cet historique du musée de Gravelotte? Ce musée, bien sûr, est dans la nouvelle version que vous voyez là, est toute neuve et toute nouvelle. C'est vrai, date d'un peu plus d'un an. Et succède, je veux dire, l'ancien musée de Gravelotte, qui était beaucoup plus petit et qui n'avait pas du tout cette même fonctionnalité, la même fonction qu'il a au jour d'aujourd'hui. Alors expliquez-nous un petit peu le passé, si vous voulez bien, de ce musée, parce que 1870, c'est vrai que comme c'est expliqué un peu, on l'oublie un peu, toute cette guerre, toute cette partie de la région Lorraine qui a vraiment souffert. Ça fait partie de l'histoire de la Moselle, si on veut, sans être chauvin, et je sais que je m'adresse à des auditeurs qui sont principalement meurthe-et-mosellans, mais la Moselle a été allemande de 1870 à 1918. Donc pendant 48 ans, nous avons été allemands et cette période-là, je veux dire, elle n'est pas toujours très compréhensible, très facile à intégrer à la fois pour les Français en général, mais aussi pour les Mosellans. Parce que dire qu'on a été allemand, à une certaine époque, c'était pas porteur. Et cette histoire-là, qui est une histoire méconnue ou mal connue, eh bien, nous avons voulu, avec ce musée, nous avons voulu essayer de faire comprendre et de ne pas oublier ce passé-là. Parce que quand vous êtes... Et il faut mettre les deux établissements en relation. Pas très loin d'ici, vous avez la maison Robert Schuman à Sichazel. Donc vous voyez que tout ça, c'est une partie de notre histoire fondamentale, histoire de la Moselle, mais aussi histoire de la Lorraine et de la France. Et qui a aussi encore des conséquences à notre époque. Je veux dire, la Moselle a certains, je ne sais plus comment on dit, mais certains avantages, je le prenais pas mal, mais ou des choses comme ça, mais qui datent vraiment de l'annexion. Alors je ne sais pas si on peut parler d'avantages, mais c'est de l'héritage historique. Voilà. Et qui date du Concordat, qui date de cette époque-là, entre autres. Mais oui, et c'est pas toujours compris, c'est pas le mot. Mais les gens se demandent plutôt à l'extérieur, les Français de l'intérieur, comme on dit, se demandent mais pourquoi c'est comme ça en Moselle, quoi. Ou pourquoi c'est comme ça en Alsace-Moselle. Parce qu'il n'y a pas que la Moselle, il y a aussi l'Alsace. Mais nous avons tenu à faire ce musée parce qu'il permet de rappeler toute une partie de notre histoire et il est aussi à la charnière, si vous voulez, la guerre de 1870 est une guerre qui prépare en quelque sorte 1914, malheureusement, mais c'est souvent comme ça, une guerre prépare, ou le mauvais règlement d'une guerre prépare la guerre suivante, quoi. C'est ça le problème. Et ça fait partie de ces guerres qui sont à cheval entre la période, une période... comment dire, entre les guerres modernes et les guerres moins modernes. Voilà, c'est vraiment la charnière de l'histoire. C'est une charnière. Fin du 19e, début du 20e, et on voit vraiment toute cette évolution. Voilà. Est-ce que, vous allez me dire, oui, mais c'est presque naturel que le conseil départemental de Moselle se soit lancé dans le projet aussi, puisque vous l'évoquez, c'est vraiment l'histoire de la région ici. C'est naturel, oui et non, parce que étions-nous obligés de le faire? Non. C'est un pari quand même qu'on a pris là, parce que c'est quand même une grosse structure, et c'est une structure qu'il faut faire vivre, et c'est un établissement qu'il faut faire vivre sur une période qui n'est pas facile à comprendre. Et tout à l'heure, quand vous ferez le tour de ce qui est présenté dans ce musée, je veux dire, c'est la création d'États nouveaux qui se mettent en place, et c'est pas évident à comprendre. Les relations entre la Prusse, entre l'Allemagne d'aujourd'hui, entre la France, entre les États de l'Europe centrale. Donc tout ça, c'est pas évident à comprendre. Et alors, ce qui nous peine un petit peu, c'est que toute cette histoire-là ne soit pas étudiée en classe. Voilà, c'est ce que j'allais vous le dire, d'où l'importance de faire venir des élèves, parce que s'ils vivent dans la France d'aujourd'hui et dans l'Europe d'aujourd'hui, c'est aussi
à cause ou grâce à des combats qu'il y a eu il y a Ah oui, plus de 100 ce ans. musée a bien sûr un rôle identitaire, pour reprendre une expression d'aujourd'hui, mais a un rôle éminemment pédagogique vis-à-vis de nos jeunes populations. Il est primordial. Voilà. Et je terminerai simplement par une remarque, mais franchement, ça m'a bouleversé, c'est de voir sur la partie mémoriale, au pied d'une tombe, il y a quand même une bougie. Ça veut dire que là, on remonte jusqu'à 1870 et il y a une famille qui s'est déplacée pour rendre hommage à quelqu'un de sa famille, quoi. Mais il ne faut jamais oublier ses racines. Il ne faut jamais oublier d'où on vient. Il ne faut jamais faire abstraction du passé. Sinon, d'abord, on n'est pas bon. Et puis, on ne comprend plus. Et dès qu'on ne comprend plus, on est perdu et on devient interchangeable. Et ça, il faut l'éviter. On fait partie d'un pays. Nous sommes en compagnie de M. Necker, le directeur du musée de Gravelotte. Je vais simplement nous demander un petit peu, qu'est-ce que Gravelotte ? Voilà, c'est une question vraiment naïve, mais je vous laisse nous présenter. Alors, Gravelotte est un village de l'ouest de Metz, et ce village a connu en août 1870 donc, de différents combats, ce qu'on appelle habituellement les combats de l'ouest de Metz, donc, qui se sont développés sur un front environ d'une quinzaine de kilomètres, grosso modo jusqu'à Marsatour, et puis vers le nord jusqu'à Saint-Privat-la-Montagne. Donc la guerre de 70 trouve en fait son origine dans la constitution des États-nations, la question des nationalités qui anime toute l'Europe du XIXe siècle après la chute de Napoléon Ier, c'est-à-dire en gros à partir des années 1815. Il y a des tentatives d'unité de différents États. Alors, par exemple, l'Italie, grâce à Napoléon III, pourra constituer autour du nouveau roi Victor Emmanuel un État unifié, sauf les États pontificaux. On verra ça aussi, par exemple, en Autriche, même si on n'aura pas d'État unifié à proprement dit, mais on y tend un peu à travers le compromis de 1867, qui est l'Empire d'Autriche-Hongrie, par exemple, va se constituer en deux pôles, le pôle autrichien et le pôle hongrois, ce qu'on appelle le compromis de 1867. Mais au cœur de ces problèmes européen, pourrait-on dire, c'est vraiment une histoire européenne, de la constitution des nations européennes, se trouve la question de l'Allemagne, qui cherche justement son unité politique depuis très longtemps. Alors on pourrait dire que l'Allemagne est d'abord une sorte d'entité culturelle sans unité politique, en gros. Bon. Alors il y a la question de l'Empire. L'Empire d'Autriche, qui deviendra l'Autriche-Hongrie en 1867, et il y a deux solutions en fait. Il y a une solution d'unité autour de l'Autriche, donc d'unité de tous les États allemands de langue allemande, donc de culture allemande, autour de l'Autriche-Hongrie, puisque l'Autriche est la dynastie des Habsbourg et d'origine allemande, ou alors il y a ce qui va être privilégié en particulier par la dynastie Hohenzollern des rois de Prusse, il y a ce qu'on appelle l'unité autour de la petite Allemagne, c'est-à-dire autour de la Prusse. Pourquoi la Prusse ? Parce que la Prusse est l'État allemand le plus puissant. Et il se trouve aussi que, en particulier grâce à l'action de Bismarck, la Prusse va remporter des victoires, a fait ce qu'on appelle les guerres d'unité en 1864 et en 1866 contre l'Autriche, justement. Avec ces deux guerres, en quelque sorte, internes à l'ère germanique, la Prusse devient un État de plus en plus puissant puisqu'elle annexe des territoires d'autres États jusque-là indépendants. Citons par exemple Hanovre, que tout le monde connaît, puisque la dynastie des Windsor actuellement vient finalement de cette maison de Hanovre, maison État annexé à la Prusse après 1864. Donc, il y a cette problématique de constitution d'une Allemagne politiquement unie qui, depuis les années du 1815 et après, émerge finalement. Et donc envenime en quelque sorte toutes les relations entre États germaniques. Vraiment, c'est Bismarck qui va essayer d'arriver à cette unité. Le roi de Prusse, Guillaume Ier, je dirais ce qui l'intéresse le plus, c'est la Prusse. L'unité allemande, il voit ça d'un peu plus loin. Donc il va suivre simplement le courant dominant exprimé par Bismarck, tout simplement. Alors après 1864 et 1866,
le royaume de Prusse devient extrêmement fort, au grand étonnement de tout le monde, du reste, et en particulier de l'empereur Napoléon III, qui voit un véritable danger, puisque finalement, est en train de se constituer sur la frontière Est une sorte d'entité autour de la Prusse qui peut devenir très dangereuse. La Prusse, plutôt que d'envisager une annexion pure et simple de ses voisins, ce qu'il aura peut-être quand même du mal à faire, essaye d'unir tous ces États autour d'une fédération d'ordre économique. C'est la première étape. Mais Bismarck veut aller plus loin, il veut aller vers l'unité politique, et il va profiter d'une crise diplomatique, la succession d'Espagne, pour forcer la France à déclarer la guerre à la Prusse. Alors c'était un risque, hein, l'histoire n'est jamais faite. La Prusse et les États allemands auraient pu perdre la guerre, hein, puisque nous avions quand même une armée extrêmement puissante, mais voilà. En tout cas, le schéma de Bismarck semble se dérouler comme il l'avait prévu, c'est-à-dire que la France va déclarer à la Prusse à cause de cette question de succession du trône d'Espagne. Un des cousins Hohenzollern, en fait, avait prétendu à la couronne d'Espagne, de manière légitime du reste, hein, mais Napoléon III refusait complètement cette hypothèse, puisqu'il aurait eu au sud un État Hohenzollern et à l'est un État Hohenzollern comme frontalier, ce qu'il ne pouvait évidemment pas accepter, en tout cas pas son gouvernement. Le roi de Prusse, Guillaume Ier, rassure l'empereur Napoléon III en disant « Voilà, mon cousin va renoncer à la couronne d'Espagne et tout semble aller ». Mais Bismarck n'en reste pas là et en trafiquant une dépêche diplomatique, la dépêche d'Ems, froisse la susceptibilité française parce qu'on a l'impression qu'on veut une confirmation. Les Français vont demander en quelque sorte une confirmation au roi de Prusse. Et évidemment, c'est un peu insultant. Donc, quand un souverain donne sa parole, il donne sa parole. Donc, je dirais que la moutarde monte au nez, tout simplement, et le conflit diplomatique s'envenime. Et finalement, puisqu'il y a tout de même des gens qui veulent s'affronter à la Prusse, justement pour battre la Prusse et dire à la Prusse « ça suffit, maintenant on en reste là », et la France va déclarer la guerre à la Prusse, donc en fin juillet 1870. Malheureusement, comme on le sait, cette guerre tourne mal pour la France. Une France, certes avec une armée puissante, qui a été sur beaucoup de champs de bataille à l'étranger, mais qui, malheureusement, sans doute moins bien préparée que l'armée prussienne, que rejoint par convention militaire différents États allemands, ou la quasi-totalité des États de la Confédération d'Allemagne du Nord, eh bien, voilà, la France va se heurter à cette armée mieux organisée, mieux préparée, mieux mobilisée, et voilà. Même s'il n'y a pas de fatalisme dans cette guerre, puisque souvent, les Prussiens prennent également de gros risques sur le champ de bataille, et la bataille n'est jamais acquise. Voilà, par principe. Mais il se trouve que c'est comme ça, la France sera battue sur le champ de bataille, et disons que la charnière de cette guerre se trouve bien ici, autour de Metz, puisque la principale armée va être encerclée autour de Metz, et puis il y aura l'épisode de Sedan, qui va effectivement mettre, pourrait-on dire, fin à la guerre dite impériale, c'est-à-dire va provoquer l'abdication de Napoléon III, et on sait que là, de toute façon, c'est perdu, même si les combats, même si le nouveau gouvernement, le gouvernement de défense nationale, essaie de prolonger la guerre, mais c'est perdu, hein, et ce qui aboutira évidemment à l'annexion de l'Alsace-Lorraine par le traité de Francfort. On va peut-être commencer par les uniformes. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce musée ? Alors, on voit des uniformes français et allemands, bien sûr, des différents États allemands qui composaient les armées allemandes faisant face à la France, à la France de Napoléon III. Ces uniformes que l'on voit dans le musée sont des uniformes qui ont été portés par les soldats à l'époque et qui ont participé en quelque sorte au combat dont on parle, et on parle principalement des combats s'échelonnant des débuts de la guerre, donc la campagne en Alsace, Sarrebruck et l'Alsace, jusqu'à la fin de la première partie de la guerre, Sedan principalement. On évoque également le siège de Metz, mais ça c'est plutôt évidemment
des uniformes français, des troupes françaises assiégées à Metz. Mais le musée évoque encore, à travers des audiovisuels, les autres aspects de la guerre, la poursuite de la guerre, la commune, etc. Est-ce que vous attendiez, c'est une question naïve, mais qu'il y ait autant de costumes? Parce que, encore une fois, ils sont bien naturellement, ils ont été nettoyés, rénovés, des choses comme ça, mais c'est vraiment une collection importante à découvrir. Oui, enfin, c'est une collection peut-être importante, mais ce qui caractérise cette présentation, en quelque sorte, c'est qu'on lie vraiment les uniformes au combat et à l'histoire que l'on raconte, et on ne cherche pas l'exhaustivité. Ce n'est pas une collection d'un ensemble de casques ou d'épées ou de vestes, etc., qui serait complète. Nous, ce que l'on fait ici, à travers la présentation des collections, et des collections militaires en particulier, c'est de raconter cette guerre de 1870 au public. Et quand le visiteur traverse les salles, c'est bien ces uniformes qui racontent la guerre, qui ont été portés par des soldats, qui ont peut-être été blessés, tués, faits prisonniers souvent. On en connaît parfois l'histoire particulière. On sait que tel ou tel costume a pu être porté par tel ou tel soldat. Donc c'est un peu cette histoire aussi à travers ces uniformes. Ce sont des combattants qui ont participé aux événements d'août 1870. Alors, je reste un petit peu sur les costumes, mais il y en a un seul qui est présenté en position allongée. Vous pouvez nous expliquer pour quelle raison? Oui, effectivement, il s'agit, en début de l'exposition, de l'uniforme du général de Caen, qui est présenté effectivement en posture allongée. Il a ceci de particulier, c'est que le général de Caen a été blessé mortellement à Borny, donc le combat du 14 août à l'est de Metz. Et on a conservé son uniforme tout simplement, et la jambe, le pantalon, si vous voulez, porte les marques des soins, c'est-à-dire qu'on a tout simplement découpé le pantalon pour atteindre la blessure. Il était blessé au genou en fait, et on a voulu présenter cet uniforme de cette manière, parce que finalement, le fait d'avoir découpé le pantalon en fait une sorte d'objet particulier, emblématique, d'un homme qui a été blessé et qui mourra des suites de ses blessures à Metz. Un autre costume qui est très intéressant à découvrir, c'était les civils. Alors, je vais vous laisser nous présenter qui gardaient Metz, si je me souviens bien. Je vous laisse nous dire en quoi ça consistait, tout simplement. Oui, alors on a quelques objets en rapport avec la garde nationale sédentaire qui, pendant le siège de Metz, finalement étaient là pour garder et organiser la surveillance de Metz à l'intérieur. Donc il s'agissait à l'origine de civils qui avaient une petite formation militaire la plupart du temps. Ils avaient des costumes, alors différents costumes, différents uniformes. Certains sont proches des uniformes portés par les soldats sur le champ de bataille, sur les professionnels donc. Mais évidemment, d'autres avaient des costumes un peu adaptés. Et nous conservons une veste d'ouvrier simplement, une blouse d'ouvrier, sur laquelle on a cousu des insignes militaires qui permettaient de savoir où il se trouvait, à quelle section il appartenait, etc. Voilà, donc ça c'est un peu un objet unique qui permet d'évoquer un peu cette participation des civils à la surveillance des places assiégées. Voilà. On le sait, les guerres, c'est aussi le lieu d'évolution technologique, ou au moins technique à l'époque. Présentation d'un canon et de la première mitrailleuse française, c'est ça que vous avez dans le musée. Nous avons en effet 2 pièces d'artillerie françaises. La première qui est un canon à balles Réfi. En fait, il s'agit, on appelait ça canon à balles à l'époque, mais il s'agit en fait d'une mitrailleuse, et la première mitrailleuse française qui ressemble encore étrangement à un canon en bronze, mais en fait il s'agit effectivement d'une mitrailleuse donc qui pouvait projeter des balles, plusieurs balles simultanément, ou plutôt l'une derrière l'autre avec une manivelle. C'est une arme un peu emblématique qui montrait la performance de l'artillerie française. C'était une arme qui était redoutée des Prussiens, et souvent dans la presse elle est représentée, où on montre les dégâts de la mitrailleuse Réfi dans la presse allemande, ou française évidemment bien sûr. Mais malheureusement cette arme un peu nouvelle a été mal utilisée par les artilleurs qui ne savaient pas trop comment faire sur le champ de bataille. Alors même si elle a fait par endroits effectivement de forts dégâts, elle aurait pu en faire beaucoup plus si les artilleurs avaient pu être formés davantage au maniement
de cette arme qui forcément ne fonctionne pas comme un canon classique. Alors aussi, première apparition de la Croix-Rouge, hein, si je ne me trompe pas. Là aussi, vous avez des pièces vraiment... c'est presque mouvant aussi à voir. Hein. Oui, alors effectivement, la guerre de 70, c'est le premier conflit dans lequel la Croix-Rouge intervient comme organisme constitué. Donc il y a des ambulances qui se forment avec des ambulanciers, des brancardiers si vous voulez, et on va sur le champ de bataille pour ramasser les blessés, les morts, et ramener les blessés en ambulance, c'est-à-dire à l'arrière des lignes. Donc ces ambulanciers de la Croix-Rouge, on a des petites casquettes avec la Croix-Rouge, où ils portaient des brassards avec la Croix-Rouge tout simplement, ces ambulanciers prenaient des risques puisqu'ils allaient sur le champ de bataille pour aller soigner, apporter les soins et déplacer les blessés, ce qui évidemment n'était pas sans risque. Alors nous avons au musée une belle série d'objets liés aux soins des blessés, brancards, cacolets, c'est-à-dire cette espèce de selle que l'on mettait sur les ânes et qui permettait de transporter les blessés, également aussi des objets permettant de bloquer les membres blessés. Voilà, donc et puis bien sûr aussi quelques objets souvenirs de d'ambulanciers qui les ont portés. Voilà, donc on a un ensemble assez intéressant, assez rare aussi, parce que ces objets de soins aux blessés ont été peu conservés en fait, et bien sûr on évoque ces soins aux blessés qui sont pour la première fois organisés dans le cadre de la Croix-Rouge.